Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Mercredi 19 septembre 2018, merci de nous rejoindre sur Radio Espace. Vous qui nous regardez à la télévision, merci de votre fidélité. Dans cette émission, mesdames et messieurs, nous essayons de vous aider à mieux comprendre l'actualité, les dessous de l'actu, comme on le dit si bien. Au menu, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Mobilisation attendue donc ce mercredi 19 septembre à Conakry, devant le siège de la Cour constitutionnelle à Kaloum, à l'appel d'une organisation de la société civile, le balai citoyen pour nommer celle-ci. Un sitting est prévu donc pour aussi tenir à l'essai, selon les organisateurs, de faire barrage, je cite, à un putsch constitutionnel. Plusieurs partis politiques d'opposition ont appelé leurs partisans à prendre part à ce rassemblement. Quel message compte-t-il délivrer à cette occasion? Qu'en pense le PADES? On essaye de comprendre ce matin. Entre autres, si tout va bien, nous allons joindre monsieur Sékou Kondounou. Il faut le rappeler, il est l'administrateur du balai citoyen. Il y a beaucoup trop de présidents dans ce pays, c'est bizarre. Et Dr Ousmane Kaba, lui, il est le président de PADES depuis Paris. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, depuis son départ du bloc libéral, dont il était le directeur de la communication. On attendait de savoir de quoi serait fait son avenir politique immédiat. On l'avait même envoyé partant pour rejoindre donc les rangs de plusieurs formations politiques. C'est désormais officiel, il est jeune. Il ne viendra pas jouer donc les seconds couteaux, il le dit Titi, ailleurs. Il a décidé donc de prendre la tête d'une nouvelle plateforme politique en gestation dénommée donc Modèle. Il est notre invité ce matin, c'est bien sûr monsieur Aliouba, vous le voyez à l'écran, avec toute l'équipe. Nous vous disons bonjour. Vous continuez à réagir évidemment sur Twitter avec plaisir. On va essayer de prendre en compte vos messages dans notre émission. Moïse Silla, bonjour. Bonjour Lamine Guérassi, bonjour à tous. Bonjour Jacques Lévalino. Bonjour Lamine Guérassi. Bonjour à vous madame Yoruba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Titi, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Aliouba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, allez, on s'intéresse à l'actualité mon cher Titi. On part du côté du port autonome de Conakry. Cheikh Touré placé en garde à vue. Oui, Cheikh Touré donc a passé la nuit hier à la CMS numéro 1 de Kamaen, où il a été placé donc en garde à vue après une journée assez agité du côté de la DPJ. On a vu les images qui ont un peu circulé sur les réseaux sociaux et à travers les sites internet, où on a pu constater que il y avait un déploiement important de travailleurs du port autonome de Conakry qui étaient allés soutenir leur secrétaire général, donc qui devait être auditionné par les responsables de la police judiciaire. Oui. Et je crois que cette audition, elle a traîné toute la journée et pour enfin aboutir à cette interpellation. Non, c'est pas une interpellation. À ce placement sous dépôt, on va dire comme ça. Il a été placé sous dépôt, en garde à vue du côté de la CMS numéro 1 à Kamaen. Et apparemment, ce qu'on a relayé sur cette antenne hier, c'est les mêmes reproches qui lui sont faits, cette diffamation à l'endroit donc du fils du président de la République dans cette concession portuaire concédée à la société turque Al Bayrak. Oui. Mais moi, pour ma part, tout ça, c'est un gros théâtre, Lamine. C'est un gros théâtre dans le sens que, on pouvait tout simplement attendre que... C'est un citoyen libre. Il est, par ailleurs, il est syndicaliste. Je crois qu'il n'a pas refusé de répondre à la convocation. Une première convocation, il l'a lui-même avoué ici hier, lui a été adressée et je crois que la deuxième est arrivée. Il fallait attendre qu'il ne réponde pas aux 3 convocations comme cela est prévu par la loi pour finalement prendre un mandat d'amener contre lui. Je crois que la procédure n'a pas été respectée à ce niveau. J'ai comme l'impression qu'on fait d'une mouche un éléphant. Je minimise pas la personnalité de Cheikh Touré, mais cette façon de conduire cette affaire avec la manière forte, avec tout le cinéma qui a caractérisé cette audition hier à la DPJ, c'est mon point de vue. Je pense qu'on aurait pu faire l'économie de tout cela et attendre
tranquillement que le monsieur grandes gueules. réponde ou pas aux convocations qui lui ont été adressées. Mais on fait du bruit, du vacarme, et ça a ému tout le monde. Il y a eu une atmosphère de branle-bas hier dans Kaloum, aux alentours de la DPJ. Tout ça, à mon avis, franchement, n'est pas à l'honneur de notre pays. Bien, du théâtre, dit-on. Allez-y, madame. Non, mais vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement est dans une situation difficile par rapport à cette affaire du port autonome de Conakry, qui, par exemple, qui a suscité beaucoup de réactions au plan national. Beaucoup de personnes s'indignent par rapport à cette cette concession du port conventionnel. C'est une façon de montrer. Je pense que on essaie d'envoyer un message aux gens qui veulent s'opposer à cette concession, à la signature de cette concession. Une façon de dire que si vous vous y opposez, on vous fout là-dedans. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est purement une violation de la loi. La procédure en la matière n'a pas été respectée. Aboubacar l'a expliqué. Vous ne pouvez pas cueillir quelqu'un comme ça, un citoyen qui a répondu, qui a suivi, qui a daigné respecter la loi. Parce qu'il a dit il y a 3 procédures en la matière. On vous dépose une première convocation, une deuxième et une troisième. Si vous ne répondez pas, on vient vous chercher. Mais le monsieur, il répond à la convocation, on l'auditionne toute la journée, finalement on décide de le garder. Quel message veut-on envoyer? Je pense que c'est pas comme cela qu'on peut imposer le retour de l'autorité de l'État en essayant de museler tout le monde, toutes les personnes, toute forme d'opposition, qu'elle soit syndicale, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale. C'est pas comme cela. C'est pas comme cela que ça devrait marcher. À force d'agir comme ça, vous pousserez les gens jusqu'au bout. Et quand ça irrite tout le monde, c'est le revers ça peut vous renvoyer quelque chose à la figure et ça ne marchera pas. Je pense qu'il faut essayer de comprendre le rôle d'un syndicaliste. Le rôle d'un syndicaliste, c'est de se battre pour le bien-être de ses travailleurs. Et c'est ce que monsieur Touré est en train de faire. Mais je voudrais qu'on apporte les éléments de preuve, qu'ils essaient de fournir une explication, les raisons pour lesquelles ils essaient de le garder, ils essaient de le mettre en prison. Ça ne nous étonne pas tout ça parce que c'est la Guinée. Quand c'est le chef de l'État, quand c'est les autorités de la République qui sont concernées, la justice est diligente, elle est rapide, elle fait le travail comme cela se doit. Mais quand c'est une tierce personne, quand c'est les paisibles citoyens qui sont dans le collimateur de la justice, quelquefois c'est de l'argent qui coule, c'est de la corruption et les gens là n'obtiennent jamais gain de cause. C'est ce qui est à déplorer dans notre pays. Allez-y, Jacques Lévalino. Bon, il faut dire que Cheikh Touré, il a beaucoup parlé. Pour un gouvernement qui veut maintenir l'ordre par la force, il fallait s'attendre à ce qu'il soit arrêté un jour. Il faut dire qu'hier aussi, avant-hier, il y a eu d'abord une première démarche. Avant-hier. Avant-hier, donc, on l'a pris. Je crois on l'avait amené du côté du tribunal de première instance de Kaloum. Il n'y a pas eu d'audition parce que je crois on ne pouvait pas tout de suite l'amener là sans qu'il y ait des préalables au niveau comment on appelle ça, d'un commissariat, au moins au niveau de la police judiciaire. Oui. Alors finalement, quand Cheikh est sorti, je crois il est d'abord reparti chez lui, à son domicile, où il a trouvé une forte mobilisation, notamment des travailleurs du port, mais également de certains jeunes de Kaloum qui lui apportaient, n'est-ce pas, leur soutien. Après, il s'est retrouvé dans la soirée à la Bourse du Travail, où il a échappé à une deuxième arrestation. Ça, c'est seulement pour la journée du lundi. Donc, il a échappé à 2 arrestations le lundi. Hier, maintenant, je crois, les choses se sont accélérées. Finalement, je crois, on s'est avisé qu'il fallait passer par tous les moyens pour le mettre quelque part en attendant de maîtriser le reste de la situation. Moi, je pense qu'on n'est pas dans des grandes gueules où on veut faire de la justice normale. On veut juste maintenir le calme au port. Qui appelle à la mobilisation, c'est Cheikh. Qui appelle à des rassemblements devant le port autonome de Conakry, c'est Cheikh. Il faut donc le mettre quelque part, que les travailleurs eux-mêmes aient une autre préoccupation. Désormais, c'est comment faire libérer Cheikh. Ce n'est plus se demander ou disons continuer à dénoncer ce contrat. Je pense que c'est ce choix qui est fait. Et après, je crois, il a dit beaucoup d'autres choses qui devrait par exemple intéresser ce gouvernement, mais également d'autres acteurs de la vie nationale. Il a parlé des relations que la société Al-Bayrak aurait avec des organisations terroristes. Ça reste à vérifier. D'autres disent qu'il y a Wikileaks qui a fait une telle révélation. Il faut s'y intéresser. On parle du fils du président. C'est vrai que parfois on a tendance à
confondre peut-être secret de l'État ou disons informations qui relèvent du secret d'État et les informations qui tournent autour du fils du président. Mais il faut quand même se rappeler qu'il y a 1 ou 2 ans, on parlait également du même fils dans un contrat du côté de la Guinée forestière, un contrat minier. Donc je pense qu'on ne peut pas, parce qu'on parle de lui, tout de suite accélérer les choses. Il y a quand même des faits qu'il évoque. Je ne dis pas qu'il a tout à fait raison. De se justifier. Hier, on l'a eu dans cette émission. On pouvait, je crois, lui permettre de s'expliquer longuement sur ces déclarations-là pour savoir si ce qu'il dit, il y a une dose de vérité dedans ou il n'y en a pas du tout. Bien. Jacques Léwalé. Allez-y, Moussa Moïsila. Je pense que chaque citoyen doit répondre à la loi s'il y a besoin. Chaque Touré n'est pas au-dessus de la loi. Il a eu des propos à l'encontre du chef de l'État. Si ça ne tenait qu'à cela, il peut aller s'expliquer. Pour l'instant, sa culpabilité n'est pas du tout avérée. Maintenant, ce que nous dénonçons, c'est la forme par laquelle ils sont passés pour l'arrêter. D'abord, ils se sont complètement mis à l'écart de la loi. Des auxiliaires de justice qui sont censés appliquer la loi ne peuvent pas quand même être des transgresseurs de la loi. Il a fallu qu'un rappel leur soit fait afin qu'une convocation en bonne et due forme soit adressée à ce citoyen. C'est déjà un manquement. Deuxième chose, ce qu'on oublie, c'est qu'en voulant passer par la force, ils vont faire de quelqu'un qui avait une communication bancale, quelqu'un qui n'était pas... Hier, on l'évoquait dans cette émission. Je suis d'accord avec toi, Moussa. Eh bien, vous fabriquez un héros, vous fabriquez un martyr qui va aller en prison. Si tant est que cette procédure anormale continue, ben il finira en prison. Et ben s'il est condamné, vous aurez alors amplifié les choses. Ce n'est pas par cette méthode-là que vous pourrez mettre fin à la crise au sein du port autonome de Conakry. À mon sens, à mon avis, on va plutôt se diriger vers 2 têtes de crise. Une d'abord le relative à cette convention du côté du port autonome de Conakry et une autre relative à la libération de Cheick. Donc on fabrique très vite le pouvoir, donne beaucoup d'amplification à des phénomènes superficiels dans ce pays. Parce qu'on agit très mal, on agit avec l'émotion, on agit tout de suite. Et la question que je me pose, le président est une institution, son fils. C'est un citoyen. Ben oui, non mais c'est aussi simple que ça, Moussa, je suis d'accord avec toi, mais bon, écoutez, hier, Cheick aussi, peut-être c'est un piège, parce que je peux pas comprendre, comme te dit, oui, un numéro privé qui m'a appelé, qui m'a donné des informations, et comme par magie, toi tu prends ça, bah bref. Écoute, on part maintenant avec ce deuxième sujet, Abakar, rentrée scolaire 2018, le SLEG maintient donc la pression. Oui, ce qui est en train d'arriver, et je l'ai dit hier, je le répète, c'est cette option qui est choisie par le gouvernement, par l'administration Alpha Condé, donc Moussaïr l'a appelé, de bâillonner tout le monde, de museler toutes les forces de contestation, notamment les forces syndicales, et vous allez me donner raison, parce que Cheick Touré, il va pas s'en sortir, il va être condamné, comme ça a été le cas de Sidi Kimara aussi, tout potentiel fauteur de troubles selon eux, donc devrait être éteint. Et ce qui va arriver aussi à Boubacar Souban, parce que c'est quand même dommage, depuis la sortie du Premier ministre sur ces 100 jours à la RTG, quand il a dit qu'il était impossible pour son gouvernement de payer les 8 millions aux enseignants. Depuis cela, il y a la rupture est consommée entre les représentants du gouvernement et la délégation syndicale, la délégation du SLEG autour des négociations concernant les 8 millions. Il n'y a plus de négociations. Hier, le SLEG est sorti pour fixer un deadline au gouvernement. C'est-à-dire que si le fil du dialogue des négociations n'est pas renoué d'ici au 23, si je m'abuse, à partir du 25, le SLEG va émettre un avis de grève. Donc je crois que le SLEG ne choisit pas tout de suite la voie de la confrontation. Il laisse une marge de temps au gouvernement pour pouvoir renouer les négociations, parce que c'est de façon unilatérale que les négociations ont été rompues par le gouvernement suite à cette communication du Premier ministre, donc du chef du gouvernement, et depuis, les deux parties ne se retrouvent plus pour discuter donc de cette revendication à laquelle tient le SLEG. Et une revendication, il faut le rappeler, qui est un point de revendication qui est négociable. Le SLEG l'a dit, redit, c'est négociable, mais à entendre le Premier ministre, le gouvernement ne peut rien faire, ne peut absolument rien faire là-dessus. C'est vrai que dans l'opinion, les gens sont partagés. Il y en a qui pensent que dès l'instant, à partir du moment où le SLEG a bénéficié de 40%, ce qui a été une mesure qui a été étendue à toute la fonction publique,
à partir du moment où le SLEG a bénéficié de 40% d'augmentation, qu'il était hors de question qu'on leur accorde une autre augmentation. D'autres pensent le contraire et estiment que le gouvernement donc devrait pouvoir avoir des ressources suffisantes avec l'augmentation donc du prix du carburant pour pouvoir donc faire un minimum, proposer un minimum au SLEG. Ouais. Je pense que si aucune proposition n'est faite au gouvernement au SLEG, c'est sûr que on va vers cette grève et l'avis de grève, le SLEG Aboubacar Souma l'a dit, sera émis à partir du 25. C'est sûr que donc ça va être aussi du grand désordre, du grand bazar ici, en tout cas à l'occasion de cette rentrée. Allez-y Jacques. Et contrairement à d'autres forces syndicales du pays, je pense que c'est la véritable force qui reste encore. Parce que je veux dire le syndicat des enseignants. Je ne sais pas jusqu'où il va tenir, mais pour l'instant on peut dire que le SLEG, si vous voulez, parle de la même, d'une seule voix. Nonobstant le fait qu'il y a un SLEG des grandes gueules. Puis, une autre organisation syndicale qui vient de naître encore, qui voudrait parler au nom des enseignants. Donc ce qu'il faut craindre bien évidemment, c'est de se retrouver en octobre avec encore l'école guinéenne, soit qu'elle soit ouverte par endroit où il y aura une paralysie totale. Il y a quand même quelque chose que nous ne comprenons pas. Le Premier ministre fait une sortie à la télévision, mais je crois encore une fois, la dernière fois qu'on a reçu les membres du SLEG ici, ils disaient que c'était négociable. Ils attendaient juste que l'inspecteur général du travail et tous ceux qui président à ces discussions appellent, n'est-ce pas, les enseignants ou les syndicalistes, donc pour discuter de la possibilité de voir comment on peut s'entendre sur un minimum, ne serait-ce que pour cette année et voir à la longue comment on peut, n'est-ce pas, s'accorder sur une augmentation substantielle. Ouais. Mais je crois qu'on doit faire de l'école une priorité. Et en faisant de l'école une priorité, je pense qu'on ne doit pas permettre qu'il y ait à chaque année les mêmes problèmes. Je crois que ça va être la 4e année qu'on connaît à chaque fois des perturbations qui sont liées aux mêmes problèmes très, très souvent. Des grandes gueules. Revendication salariale, le gouvernement n'arrive pas à répondre. Le Premier ministre, il a quand même promis, quand il prenait fonction, qu'il allait tout faire pour faire en sorte qu'il y ait un véritable dialogue social. Je crois que sur ce terrain, il est en train d'échouer. Parce que c'est là-bas que ses prédécesseurs ont échoué. Mohamed Saïd Fofana, il n'a pas réussi. Mamadi Djoula n'a pas non plus réussi. Moi, quand je l'ai écouté, il a dit qu'il va faire en sorte que le dialogue social soit une réalité désormais. J'avais cru. Et avec sa carrure, on a dit qu'il pouvait véritablement réussir dans ce domaine-là. Kassouri est en train d'échouer sur ce terrain. Voilà, sauf qu'il faut se réveiller un petit peu en même temps, parce qu'il avait pointé du doigt un petit peu ces syndicalistes aussi, à dire qu'il y avait trop de pagaille, Moussa, qu'il fallait mettre au pas ces syndicalistes-là. Oui, il l'a dit, il a réformé. Fait... Oui, c'est ça, Baka, c'est pareil. Oui, allez-y. Titi. Je comprends bien. Il a dit à un moment où je pense que les rôles étaient un peu inversés. Les syndicalistes étaient en train de... Certains syndicalistes, pas tous, mais certains d'entre eux étaient en train d'outrepasser leur fonction, leur rôle. Oui. C'est pourquoi le Premier ministre a voulu un peu recadrer pour que chacun reste dans sa zone de compétence. Maintenant... Dans sa catégorie, parce qu'il ne faut pas boxer dans d'autres catégories. Exactement, sinon tu risques de perdre ton bras. Oui. Alors, donc c'est pourquoi le gouvernement a donc voulu faire ce petit point afin que tous les acteurs sociaux puissent comprendre le rôle qu'il leur a dévolé. Maintenant, est-ce que le Premier ministre aurait dû faire cette communication? Non, je trouve encore une fois que c'était une communication malencontreuse. Pendant que les négociations se tenaient, il n'avait pas à dire que ces négociations ne valaient absolument plus rien. Parce que ça affaiblit non seulement les envoyés du gouvernement, mais aussi ça donne pas de chance à comment on appelle, à l'issue de cette crise, pour que cette crise puisse avoir une issue favorable. Maintenant, je trouve que comme beaucoup de citoyens, que les enseignants méritent une attention particulière dans un pays qui veut se développer. Surtout dans le secteur néphrologique. Sincèrement, parce que, Lamine, quand vous faites le constat aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu de très grands enseignants. Vous les rencontrez dans la rue, vous avez du mal à les saluer quelquefois parce que vous vous demandez, est-ce qu'il ne sera pas gêné? Parce que, tout simplement, il a tout donné au moment où vous étiez encore sur les bancs. Il mérite une attention, la même attention que, entre guillemets, les privilégiés de la nation. On peut les traiter au même titre même que les militaires. Parce que tout simplement, ce sont les soldats, les véritables soldats de la nation.
Aujourd'hui, quand on parle de montage financier, quand on parle de capacité d'absorption des fonds, des bailleurs, des partenaires financiers, la Guinée n'arrive pas à le faire. On fait souvent appel à des compétences sous-régionales. Effectivement. Sous-régionales. Ouais. Des Béninois, des Sénégalais, des Ivoiriens qui viennent nous aider. Parce qu'on oublie que le soubassement a déjà été complètement raté. Et ce soubassement-là, c'est l'éducation. On a deux problèmes majeurs. Il y a que la formation n'est plus de qualité parce que tout simplement, on a oublié que c'est un cirque, l'éducation. Il faut avoir de bons formateurs qui forment également à leur tour de très bons formateurs. Et ensuite, les élèves peuvent avoir un enseignement de qualité. Oui. Mais si cette chaîne est rompue, eh bien, vous avez aujourd'hui les enseignants que vous avez. C'est-à-dire qui conjuguent une phrase, qui conjuguent un verbe au tableau. Dès qu'ils ont un aperçu de l'arrivée de l'inspecteur, ils effacent tout parce qu'ils ne sont même pas sûrs de ce qu'ils ont écrit au tableau. Moi, je pense qu'il y a un moment donné, on prête une oreille attentive à ces enseignants, mais en même temps, il faut inviter ces enseignants à ne pas faire de ces 8 millions-là une condition sine qua non liée à l'ouverture des classes. Le gouvernement peut plutôt continuer les négociations parce que moi je pense négocier ne signifie pas d'emblée que le gouvernement va accéder à cette revendication. Vous pouvez négocier pour leur expliquer que vos caisses sont trouées comme toujours. Vous pouvez négocier pour leur expliquer que la balance commerciale du pays se porte mal comme toujours. Vous pouvez négocier pour leur prouver que les conséquences des Ebola se font encore sentir au niveau de l'économie nationale. Oui, pourquoi pas. Il faut trouver des arguments. Vous pouvez négocier pour prouver le problème, c'est que le tout est politique, PNDS... Moussa. Je suis désolé, attendez, mais c'est ça le problème. Mais il ne faut pas rompre le fil du dialogue. Non, mais je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Il faut aller autour de la table. Vous mettez sur la table tous les indicateurs qui prouvent que le pays économiquement, financièrement ne se porte pas bien pour faire face à cette revendication. On peut vous donner un échéancier, mais ne dites pas ça ne sert absolument à rien. Bien. Sinon, vous braquez les positions. Allez-y, madame. Non, mais je pense que cette sortie du Premier ministre ce jour-là, il a plutôt parlé avec le cœur, alors que par rapport à une situation de crise, je pense qu'il faut plutôt travailler avec la tête. Parce que quand l'émotion vous emporte, vous risquez de passer complètement à côté. Le fait de dire, par exemple, de balayer du revers de la main les révélations du groupe Adafo Media ici sur les 21 millions d'euros, de dire carrément que c'est faux, sans apporter de preuves, je pense que c'est passé complètement à côté de la plaque. Pour parler à l'opinion aujourd'hui, il faut apporter des éléments de preuve. C'est ce que nous faisons tous les jours dans ce studio. Et il est responsable de la promotion. Nous avons changé d'époque parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans cette communication. Tellement d'erreurs. Prenez l'exemple sur la France, tout ça. Ou bien sur la Côte d'Ivoire en 91. En 91, de 91 à maintenant, ça fait combien d'années? Ça fait 27 ans. On n'est pas 27 ans en arrière. Il y a eu beaucoup de ratés. Je pense qu'il faut utiliser beaucoup plus la tête des gens qui sont entourés de bonnes personnes qui peuvent vous donner les bons conseils, qui peuvent vous apporter les bons conseils. Vous êtes promoteur, responsable de la promotion du dialogue social. Vous êtes en négociation avec quelqu'un, vous passez à la télé, vous dites « je ne peux rien faire pour lui, je ne peux rien donner ». C'est pas comme ça. Il faut de la diplomatie. Il faut savoir parler aux gens. Il faut du tact. Vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un qui est en face de vous. Parce qu'il est égal à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes tous fils de ce pays. Les biens, vous devez les utiliser à bon escient, même si ce n'est pas ce qui est fait. Vous devez vous les partager comme cela se doit. C'est ce que ces enseignants-là réclament. Vous ne pouvez pas leur lancer à la figure avec dédain. On ne peut rien faire pour vous, alors que vous êtes autour de la table. Qu'est-ce que ça coûte au gouvernement de négocier? On ne leur a pas dit de payer les 8 millions. On leur a dit de négocier. Allez autour de la table, parlez avec eux, dites-leur ce qui est possible. C'est tout ce qu'on demande. On n'est pas dans... Je pense qu'on va vers cette dictature, mais on n'est pas là encore. Et je pense que ça va avoir du mal à revenir en Guinée. Parce que les gens ne sont plus prêts à accepter de quelque chose d'unilatéral. Un gouvernement qui impose tout sur les citoyens, avec des citoyens qui sont obéissants. J'espère que les gens vont ouvrir les yeux. On ne va pas cette année encore commencer une année scolaire avec des grèves comme on en a connu l'année dernière. Voilà, allez-y Abakar. Quoi qu'on dise, il y a cette inquiétude, elle est palpable en ce qui concerne la rentrée. Moi je voulais juste rappeler ceci. Aujourd'hui les enseignants, notamment les syndiqués au niveau du SLEG, ils ont le sentiment d'avoir été menés en bateau. Ils ont le sentiment d'avoir été floués. Parce que vous vous rappelez, lorsqu'ils ont voulu aller en grève une seconde fois, c'était à l'orée des examens de fin d'année,
toute l'opinion s'était braquée contre le SLEG, notamment les médias. Nous, ici particulièrement, on leur a fait comprendre que le moment n'était pas bien choisi, qu'il était inopportun plutôt, de leur part, de bloquer les examens sous l'autel d'une quelconque revendication. Et je crois que le message avait été bien perçu. Il a fallu toute la diplomatie, tout l'entretien diplomatique de Thibou Camara, notamment, qui était allé à leur rencontre, à leur siège à Donka, et qui les a convaincus. Il y a eu aussi l'implication du médiateur de la République. Toutes ces personnalités, donc, ont réussi à ramener le SLEG à de meilleurs sentiments. Ce qui les a poussés donc à reporter leur grève. Et il leur avait été promis, je crois que le Premier ministre aussi leur avait demandé de surseoir à leur grève jusqu'à l'heure de cette nouvelle rentrée. Je crois que le gouvernement avait donc opté pour de nouvelles discussions avant l'ouverture. Maintenant, vous leur promettez cela, le moment arrive et vous dites ce n'est pas possible, on ne peut rien vous payer et vous interrompez les discussions. Je crois que ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. C'est une boutade. Et aujourd'hui, de la part du PM. Aujourd'hui, donc, les syndicalistes au niveau du SLEG, ils peuvent se braquer parce qu'ils ont le sentiment donc d'avoir été trahis, d'avoir été menés en bateau. C'est pas très très honorable. Il faut faire en sorte qu'on puisse respecter les engagements. Thibou Camara et Mohamed Salif Fofana, qui ont réussi à convaincre ces jours-là les syndicalistes à renoncer à leur grève, à y surseoir. Ces personnalités aujourd'hui devraient avoir quelques difficultés à regarder le SLEG. Vous avez promis des discussions, allez-y et trouvez un cadre pour le faire et expliquez vos difficultés. Mais la sortie du Premier ministre, encore une fois, c'est cette sortie qui a créé tous ces désordres. Voilà. Aboubacar Diallo. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.